Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une aventure à la fois personnelle et professionnelle, créer et gérer une entreprise en couple. Vous écoutez Notaire Eco, une initiative de notaire.be. Alors pour en parler aujourd'hui, à mes côtés, nous avons Béatrice de Mailleux, entrepreneuse, et Jérôme Hott, notaire et porte-parole de notaire.be. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour Vienne. Alors Béatrice, depuis le début de ta carrière, tu as travaillé dans de grandes entreprises de télécommunications, de technologie et de médias. Tu as aussi accompagné de nombreuses startups dans leur évolution. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sujet encore particulier parce que depuis 2020, tu as lancé aussi en parallèle à toutes tes activités Chill Living Wines. Tu vas nous expliquer un petit peu. Oui, tout à fait. Donc c'était en 2020, en plein Covid, où mon compagnon et moi-même avons une passion commune, c'est le vin. Et c'est vrai qu'en ces temps de Covid, on voulait quand même... on s'est posé beaucoup de questions en disant mais est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi parfois lancer quelque chose d'un peu plus rock'n'roll, un peu plus différent ? Et chill, voilà, exactement. Et donc, avec cette passion de vin, on a voulu créer une cave à vin. Donc, un projet commun, Chill Living Wines, exactement. Et alors, ça amène à ma première question, qui est aussi le sujet du podcast. Travailler ensemble, travailler avec son conjoint, ça a toujours été une évidence. C'est quoi l'étincelle qui fait qu'à un moment, on se dit, on se lance à deux dans un projet ? Alors, on l'avait déjà fait avant. On avait déjà une entreprise avant à trois. Donc, on était 3 associés. Et on avait déjà su apprendre là aussi oui, parfois les pièges qu'on peut avoir. On peut reprocher parfois à l'autre de ne pas faire assez ceci ou cela comme dans un foyer. Et donc, on avait quand même déjà appris de cette première expérience et on s'était dit que si on faisait quelque chose à deux, on devait très, très bien séparer les rôles et les responsabilités de chacun dans l'entreprise qu'on créait. Et faire confiance aussi à l'autre par rapport à le quand et le comment il le ferait, mais tous les deux aussi avec la même notion sur la qualité du service qu'on veut proposer, quoi. Donc ça a été quand même important. Alors Jérôme, je vais me tourner vers toi. Quelles sont les considérations légales spécifiques quand on veut entreprendre en couple ? On commence par où ? On commence par le début. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de spécificité légale si on est en couple et qu'on forme une société. Qu'on soit en couple ou avec un associé avec lequel on n'est pas en couple, les formalités sont les mêmes. Je rebondis un petit peu sur ce que Béatrice a dit. Effectivement, il y a des choses à mettre en place, qu'on soit à 3 ou à 2. Il faut bien déterminer le rôle de chacun. Et ça, c'est important, quel que soit le type de personne qui constitue en couple ou non. Donc, il n'y a pas une forme d'entreprise que tu recommanderais plus qu'une autre quand on crée en couple ? Non, le couple ne va pas déterminer. Ce qui est clair, c'est qu'actuellement, la forme la plus standard est la SRL, qui est la forme la plus souple et la plus connue et qui est la plus utilisée au niveau du monde entrepreneurial. Et alors, est-ce que le statut matrimonial a une influence pour entreprendre avec son partenaire ? Parce qu'il me semble que Béatrice, vous n'êtes pas mariée. Est-ce que ça change quelque chose qu'on soit marié, cohabitant légal ? Justement, quand on se lance en entreprise, je vais dire le mariage, le contrat de mariage ou le fait d'être séparé ou autre chose peut avoir un impact. Donc si un des partenaires ou un des personnes mariées est en entreprise avec quelqu'un d'autre, on va, en tout cas s'il y a un mariage, éviter la communauté et garder la séparation de biens pour permettre d'éviter le risque et que si un risque entrepreneurial est là, l'ensemble du patrimoine qui est la communauté ne puisse pas disparaître en cas de problème. À partir du moment où on n'est pas marié ou qu'on se marie en séparation de biens, qu'on soit en couple ou avec d'autres partenaires, ça on est en certitude à ce niveau-là. Béatrice, comment est-ce que, tu en as déjà un petit peu parlé, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer la séparation en fait, entre la vie professionnelle et la vie privée ? Alors au début, on se disait, on va au resto, comme n'importe quel couple va au resto de temps en temps quand même. Et alors, et on va en profiter de parler de tel et tel sujet de chill. Et puis évidemment, on oubliait d'en parler parce qu'on parlait des sujets de la vie de tous les jours. Et donc ça, on a quand même appris de dire, si on doit faire des réunions sur le sujet de chill, alors c'est un vrai moment séparé. Et c'est pas un moment qui est pendant que je cuisine ou pendant qu'on est au resto ou quand on est en train de faire d'autres choses de la vie de tous les jours. Donc pour nous, ça a quand même été important aussi de prendre le temps de faire des vraies réunions et comme n'importe quel associé. Et donc, à un moment donné, on dissocie aussi le fait, on entreprend en couple ou pas. En fait, moi, j'ai un associé dans Chill, c'est Pierre, et puis à côté de ça, j'ai mon cohabitant, mon partenaire de vie, qui est Pierre. Mais c'est vraiment presque deux rôles. C'est comme, je crois, aussi entreprendre avec des amis ou avec un ami ou une amie. Il faut bien protéger sa relation amicale, mais aussi savoir être dans une relation aussi de travail qui ne doit pas toujours être pareil que dans une relation amicale, quoi. Tout à fait, c'est un couple parmi d'autres, que ce soit des personnes
marié ou a tendance à être marié, ou un associé, un ami, c'est sûr qu'on doit bien déterminer les tâches de chacun et se faire confiance. Ça, je rejoins tout à fait Viviane à ce niveau-là. Et c'est vrai que dans les conseils qu'on peut donner, tu parlais des exigences légales à avoir. C'est vrai que chaque année, il y a une assemblée générale à tenir. Et ça, je rejoins. Moi, j'ai toujours le petit truc, au moment où je passe là, vous pourrez aller au restaurant ce jour-là. En tout cas, l'administration fiscale ne va pas vous embêter. Vous êtes obligé, vous avez une assemblée générale. Mais le sujet, effectivement, doit être la société et rien d'autre. Peut-être au dessert, on peut passer à autre chose, mais le sujet de la réunion, ça doit être tout ce qu'on doit dire au niveau légal. Et ça, c'est important, certainement en matière de couple. C'est des sociétés où on se dit, on n'a pas besoin de faire une assemblée générale, on est d'accord, etc. Non, il y a des exigences légales à ce niveau-là, des exigences comptables, il y a des contrôles, et si on n'est pas en ordre, ça peut poser des problèmes. Béatrice, il y a aussi un autre sujet, c'est que vous avez des enfants, donc chacun séparément. Comment est-ce que vous avez déjà discuté de l'avenir, de la transmission à ces enfants ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors Pierre et moi, on est cohabitants légaux avec bien clairement sur papier aussi la séparation des deux entités, parce que lui a son entreprise, à lui aussi, moi j'ai la mienne. Et si je ne me trompe pas, mais tu me corriges, parce que, normalement, donc si moi il m'arrive quelque chose, ma part dans le Chill va aux enfants, c'est ça, à mes enfants. Et c'est comme on a fait un achat immobilier aussi, donc la cave à vin, non seulement c'est une entreprise, mais c'est aussi un achat de bâtiment qu'on a fait ensemble, aussi avec toi Jérôme. Notre maison, c'est aussi séparé. Donc, en fait, tout est vraiment bien fait déjà pour que, quoi qu'il arrive, en fait, ça descende chez mes enfants et ou chez Pierre, chez ses enfants, et qu'en fait, l'autre est protégé aussi de ne pas être, à un moment donné, éjecté du bâtiment, de la maison ou de l'entreprise. Donc, c'est ça. Tout à fait. Et c'est là que le notaire va reprendre un rôle actif dans... peut-être au moment de la constitution ou au moment du contrat de mariage, si on fait un contrat de mariage, mais c'est d'attirer l'attention sur qu'est-ce qui se passe en cas de décès, qu'est-ce que vous voulez en cas de décès, qui il faut protéger, est-ce que le cohabitant, le partenaire doit recevoir les parts de la société en pleine propriété pour éviter que les enfants puissent éventuellement embêter l'activité principale. Ici, pour Chill, on parle d'une activité plutôt accessoire. Il viendra peut-être principal un jour, on ne sait jamais, mais accessoire, donc ce n'est pas le revenu premier. À partir du moment où l'activité est le revenu premier, il est très important de pouvoir protéger le conjoint ou partenaire, mais surtout s'il y a des enfants d'une union précédente, puisque les relations parfois se tendent, parfois ça se passe très très bien, mais parfois ça peut se tendre, et il ne faut pas oublier, à ce moment-là, c'est la source principale de revenus du partenaire. Et donc là, effectivement, on doit attirer l'attention et par exemple, parler d'un pacte actionnaire qui permettrait, ou s'il y a un mariage ou une cohabitation légale à tout le moins, voire par d'autres techniques, si on n'a même pas de cohabitation légale et que la fiscalité est désavantageuse, parce que même si on est ensemble, la fiscalité peut être très importante. On peut monter en Flandre jusqu'à 55%, en Wallonie et à Bruxelles à 80%, donc c'est énorme. En gros, il faut tout vendre. On peut prévoir d'autres clauses, telles que la clause d'accroissement, qu'on retrouve dans des actes d'acquisition, quand on n'est pas marié, qu'il n'y a pas de cohabitation, etc., mais qui permet au niveau des parts de la société assurer la pleine propriété avec ou sans paiement éventuellement d'une indemnité aux enfants. Mais donc, c'est tous des sujets qu'il faut aborder et le notaire ici vraiment va attirer l'attention des parties. Après, c'est les parties qui choisissent en fonction de leurs desiderata. Et alors, Chill, donc on en a parlé, ce n'est pas votre activité principale. Si la situation devait évoluer, est-ce que de nouveau vous avez établi des règles ? Alors non, pas encore, mais c'est vrai que quand j'écoute Jérôme, c'est vrai que pour l'instant, Chill, pour tous les deux, tant pour Pierre que pour moi, c'est un hobby, on va dire, mais c'est une activité à côté. Si maintenant, ça devait changer, et on en a déjà parlé, si maintenant, moi, en une fois, je sais pas moi, dans X années, je me dis que je vais complètement reprendre pour vraiment en faire mon gagne-pain, je dirais, principal, qu'est-ce que ça changerait, effectivement, aussi dans l'équilibre qu'on a aujourd'hui ? Alors on est peut-être très mal préparé, mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore. Voilà, j'ai refait un teaser à Pierre et Béatrice. Mais on irait voir alors, effectivement, de nouveau peut-être Jérôme pour avoir des conseils. Et dans la préparation, c'est un peu ce que je vous disais. Enfin, Pierre, déjà, ça fait longtemps qu'il connaît Jérôme et que vous travaillez ensemble sur les différents projets. Avoir la confiance et avoir un peu l'aval aussi de son notaire, c'est un peu comme un médecin de famille, c'est quelqu'un de confiance qui connaît aussi les différents dossiers, et voilà, moi je trouve ça important aussi
de pouvoir avoir ce lien aussi de conseil. On va revenir un petit peu sur ce pacte d'actionnaires et tout, parce que quand tout va bien, évidemment, c'est évident. Mais à partir du moment où il y a une faillite, un décès, etc., tu as mentionné le pacte d'actionnaires ou les statuts. Est-ce qu'il y a des choses précises que tu conseilles de mettre dedans ? Alors, s'il y a une faillite ou autre chose, le pacte d'actionnaire ne va pas être très utile, puisque le pacte d'actionnaire, c'est vraiment entre les actionnaires. Donc, c'est vraiment régler les problèmes entre actionnaires, donner des priorités éventuellement pour des rachats de parts. Comme dit Béatrice, aujourd'hui, c'est une activité accessoire pour chacun. Si demain, ça devient l'activité principale de Béatrice, ce sera peut-être utile de mettre dans un pacte d'actionnaires qu'il y a une priorité ou autre chose de rachat en cas de décès, en cas de désunion. Donc, voilà. Donc ça, c'est important. En cas de faillite, etc., là, ce n'est pas le couple ou autre chose. On va revenir dans des règles plus générales au niveau des sociétés. Effectivement, il y a la déclaration d'insaisissabilité dont on a peut-être déjà parlé et qui permet à mettre de côté le logement familial. Il y a certaines conditions à respecter, je ne reviendrai pas dessus, mais effectivement, il y a ça à faire. Il faut avoir une assurance professionnelle comme administrateur, ce qui permet de couvrir les risques éventuels par une assurance et éviter que s'il y a une faillite, si on n'est pas en cause, normalement, il n'y a pas de souci, mais s'il y a une erreur, même si elle n'est pas volontaire, on peut causer un dommage et donc on peut être assigné en responsabilité et donc cette assurance permet également. Donc je dirais déclaration d'insaisissabilité certainement, assurance certainement. Après, c'est les réunions, je dirais annuelles, voir comment évolue le chiffre. Et ça, c'est avec le comptable et le fiscaliste pour voir, attention, ici, on prend une mauvaise direction et réagir le plus vite possible. Béatrice, est-ce que vous avez déjà commencé à planifier justement l'avenir de l'entreprise en termes de succession déjà avec les enfants? Et même alors une autre question qui est un petit peu annexe à ça, est-ce que si un troisième associé devait entrer dans l'aventure, est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Alors on y a réfléchi parce que justement, donc là ça va faire près de 3 ans qu'on a créé Chill. Notre premier employé a décidé de quitter l'entreprise parce qu'en fait elle se lance dans l'ORECA et donc on a dû faire la recherche donc, pour quelqu'un de nouveau qui reprend la gestion en fait, quotidienne du magasin et de la cave. Et c'est vraiment là aussi, on a eu une réunion de dire, tiens, mais comment est-ce qu'on voit? C'était l'occasion pour nous aussi de se poser la question sur le Chill 2.0, enfin les prochains 3 ans, comment est-ce qu'on voit l'évolution et comment est-ce qu'on voit l'investissement aussi de chacun dans le projet. Au niveau de la succession vers les enfants, c'est un peu tôt, je crois. Mais on pourrait tout à fait être ouvert, et ça c'est aussi dans les discussions qu'on avait eues dans la personne qui va nous rejoindre, et on a trouvé, donc on a quelqu'un qui commence le mi-août chez Chill. Il y a vraiment le potentiel maintenant dans la personne aussi de peut-être rejoindre comme 3e personne et qui peut prendre plus de responsabilités justement au niveau de la gestion, mais peut-être aussi au niveau des parts. Donc d'avoir autre chose comme profil pour ce Chill 2.0 et voilà. Mais donc tout ça c'est des réflexions effectivement qu'on s'est dit, tiens, est-ce que le temps qu'on peut y consacrer, est-ce qu'il sera pareil? Est-ce que si la 3e personne qui a tout à fait les compétences peut vraiment aussi rentrer dans l'entreprise, comment est-ce qu'on voit que ça peut évoluer en mieux? Enfin, on a fait aussi une réunion avec le comptable pour voir justement quel était le potentiel encore de développement. Et puis on pose parfois la question, est-ce que tu voudrais créer un 2e ou un 3e Chill? Ce serait tout à fait possible, mais alors ça prendrait une autre part de notre temps, je crois, si on veut. Ça deviendra peut-être une activité principale. Peut-être. Mais je pense qu'ici, pour rebondir sur ce que dit Béatrice, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où le 3e partenaire va peut-être arriver, se poser la question, là, le pacte d'actionnaires va vraiment devenir. Je pense que ce n'est pas anodin non plus de vouloir faire rentrer quelqu'un dans une société, dans l'actionnariat, dans la mesure où il va être d'autant plus intéressé à rester, à s'investir. Et donc à ce moment-là, le pacte d'actionnaires va vraiment être fondamental et peut-être justement un peu de management aussi, un peu pour voir, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelles sont les attentes de chacun pour éviter alors qu'il y ait un problème entre les partenaires de la société. Finalement, on ne part plus dans la bonne direction. Donc là, je pense que le notaire a un devoir peut-être de conseil à ce niveau-là. Maintenant, il faut renvoyer vers des professionnels où le but est vraiment de dire quel est votre projet et qu'est-ce qu'on met en place pour ce projet. Et pouvoir se poser parfois des questions qui sont un peu plus compliquées, qu'on n'a pas envie d'aborder, qu'on met sous le tapis. Parfois plus en couple qu'entre associés, mais voilà, donc c'est des choses importantes effectivement. C'est ça, parce qu'au-delà de l'aspect associé, on disait en fait il faut parler du projet comme si c'était une entreprise classique et hors du couple. Il y a quand même l'aspect émotionnel qui entre en jeu. Est-ce que le rôle du notaire, c'est aussi quand même ce rôle de médiateur, cette petite vue hélicoptère, pour pouvoir avoir la vue d'en haut en disant regardez chacun votre vision commune, voilà ce qu'on peut mettre en place de manière très pragmatique? Alors,
Oui, moi j'en suis convaincu. J'ai fait de la médiation, enfin j'ai fait les formations de médiation qui permet plutôt de résoudre des conflits, de permettre aux parties de résoudre le conflit. Je pense que le rôle du notaire, c'est effectivement de tout bon coach éventuel, c'est d'attirer l'attention de ce que veut chacun. Et puis voir ce qu'on met en place, est-ce que ça rencontre le vœu de chacun ou pas. Voilà, donc c'est presque un métier à part entière. Donc on arrive plus dans du coaching. Donc c'est important peut-être pour le notaire, à ce moment-là, comme je disais, il y a des partenaires différents, c'est de renvoyer vers le bon partenaire. Ici, je pense que vous avez besoin d'un coach, allez vers un professionnel de coaching pour faire ce genre de choses. Ici, c'est plutôt fiscal, allez vers un fiscaliste. Et donc, le notaire va un peu se retrouver au centre en fonction du rôle qu'on veut lui donner, parce que parfois, c'est un coach qui fait ça, parfois, ça peut être le notaire. Je pense que c'est souvent le comptable aussi qui peut attirer l'attention et alors renvoyer vers le notaire ou vers les personnes. Oui, exactement. Et c'est intéressant parce que justement, enfin moi qui travaille quand même plutôt dans la technologie au jour le jour, quand on voit tout l'impact de l'intelligence artificielle et tout ce qui est générative AI sur le métier du notaire, purement au niveau de la création des actes et du texte, justement, ça va pousser encore plus le notaire à devoir être ce conseiller humain, de prendre beaucoup plus encore le rôle de personne centrale qui va rediriger alors vers d'autres spécialistes, un peu, je me répète, mais comme les médecins généralistes qui va pouvoir dire, là, tu vas devoir voir un ophtalmo, tu vas devoir... et donc, c'est intéressant de voir comme ce rôle de notaire va devoir être encore plus sur le lien humain, en fait. Oui, et tout à fait. Et je pense que le notaire est le généraliste, avec quand même une très très grande palette de connaissances. On est obligé, de par notre métier, de parce que le législateur nous a confié, mais il faut reconnaître ses limites et pouvoir renvoyer vers les bonnes personnes. Et ça permet alors d'effectivement reprendre un rôle humain que le notaire avait beaucoup plus avant, qu'on a un peu moins maintenant à cause de tout ce qui est formalité qu'on a mis chez nous. Mais effectivement, ça va permettre de redonner, je pense, la bonne dimension au notariat. Je vais en revenir à la création de ta société. Béatrice, est-ce qu'il y a des clauses particulières qui ont été mises en place que vous avez demandé au notaire ou est-ce qu'il y a eu des particularités ? Dans l'absolu, il n'y avait pas, en tout cas dans le cas ici, de nécessité de faire quelque chose. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer, justement, et en fonction oui, justement, avec l'entrée d'un nouvel actionnaire, on peut faire des actions différentes, avec des droits différents, des droits de vote, des droits dans le capital différents, des droits dans les dividendes qui sont différents. Donc oui, ça va amener, mais à la base, dans le concept de Pierre et Béatrice, ce n'était pas nécessaire. Mais effectivement, un nouvel associé, d'autres réalités dans la vie de la société peut amener justement à revenir chez le notaire pour recostumiser, remettre à mesure aux attentes des parties les statuts. Alors Béatrice, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres couples qui voudraient se lancer en couple ? Enfin, c'est vraiment d'apprendre à séparer les deux. Et, parce qu'on a vite tendance de reprocher à l'un ou à l'autre les détails de la vie de tous les jours. Et nous, on a vraiment bien séparé les rôles. Et parfois, même, moi, je me force à dire ah oui, mais si je le fais vite moi-même. Par exemple, Pierre fait tout ce qui est paiement, moi, je fais tout ce qui est commande. Donc, et parfois, je me dis je vais vite payer ces 2-3 factures, comme ça, c'est fait. Mais après ça, alors lui, il s'y retrouve plus. Et donc, on a vraiment dit essayons vraiment de bien garder ces rôles séparés. Et alors aussi, et ça je crois que c'est important, surtout en couple aussi, quand on a des employés, c'est que pour l'employé, ça doit être clair de savoir qui est son manager. Parce que sinon, on a déjà eu parfois le cas où c'est pour peu qu'on a une mauvaise journée, qu'on s'est un peu disputé. Alors tu vois, surtout l'employé qui est là, maintenant je dois aller vers qui Et donc ça, je crois que c'est vraiment important aussi quand on a du personnel de bien... pouvoir séparer aussi le rôle, parce que sinon, c'est pas facile pour la personne de devoir travailler avec un couple, c'est pas toujours... Surtout comme tout membre du personnel, c'est comme un enfant. Oui. Il va aller chez papa ou chez maman en fonction de ce qu'il a envie. Il a envie de demander. Oui. Et donc ça, je pense qu'effectivement, pour rebondir, je rigole, mais c'est vraiment fondamental ce que tu dis, Béatrice, c'est que chacun doit avoir son rôle et doit le tenir. Parce que sinon, ça va désorganiser. Ça va d'abord désorganiser les personnes, les employés qui sont là, par rapport au couple, en disant je vais le faire à sa place, on ne sait plus qui fait quoi au bout du compte. Et donc je pense que là, Béatrice a tout à fait raison. Dans une relation de couple, on a l'habitude peut-être de faire au sein du couple, je vais le faire, c'est bon. Dans la société, là, il faut vraiment faire la différence et dire non, c'est pas mon rôle, je renvoie. Et s'il y a un collaborateur, je renvoie vers Pierre, ou Pierre renvoie vers Béatrice en disant ça je m'en occupe pas, tu vas voir.
On a eu cette discussion en préparant le podcast où tu disais de manière qui m'a assez marqué qu'en fait il y a un danger, c'est que de croire que parce qu'on s'entend, ça ira, mais en fait ce qui compte c'est plutôt la complémentarité. Oui, exactement. Oui. Et ça, je crois que ça reste important, c'est vraiment la complémentarité des deux rôles. Et Pierre et moi, on est très complémentaires au niveau du métier, même si on est complémentaires en couple aussi. Mais donc, c'est pas parce qu'on s'associe dans la vie qu'en même temps, et qu'on matche bien, je dirais, dans la vie de tous les jours, qu'en même temps, on doit se dire aussi, oui, mais alors, la relation de boulot ira très bien aussi, parce qu'on peut être très, très différent dans notre vie professionnelle que dans notre vie affective. Donc, et ça, je crois que c'est vraiment important de bien définir les rôles et bien séparer les deux parties de vie, quoi. Jérôme, je vais te laisser le mot de la fin pour ce podcast. J'en ai touché un mot pendant le podcast. Je pense qu'effectivement, le notaire est vraiment un rôle central. Comme disait Béatrice, il a un rôle humain qui est important. Il est donc un peu le centre de pouvoir redispatcher. Et donc, comme conseil général, comme généraliste, aller donner les conseils pour la constitution, pour la transmission, pour la séparation, si jamais il se passe quelque chose, mais aussi renvoyer vers les différents partenaires, le banquier, le fiscaliste, le comptable, et afin que vraiment le conseil soit vraiment à la hauteur des attentes du client. Super, merci à tous les deux. Je retiens en tout cas le notaire généraliste qui est là pour accompagner dans tous les projets de vie et puis vraiment s'aligner sur les attentes communes pour que tout se passe pour le mieux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci à nos invités, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire.